l'instant aux gens qui regardent. On va essayer juste de finir le chapitre concernant le trotskisme après Trotsky de Tony Cliff. Et donc du coup, pas hésiter. J'en profiter que là pour l'instant il n'y a personne pour faire un nouveau fichier avec les notes. Et rappeler un peu les arguments de la dernière fois. Donc, l'idée, oui, c'est de se dire que... Alors, attends, ouais, c'est ça. Donc, c'était la question, en fait, sur tous les points qu'il y avait, qui étaient discutés la dernière fois. Donc, du coup, quels étaient les exemples de pourquoi la Russie pouvait pas être un État ouvrier? Pas du tout. Donc, ça peut pas être un État ouvrier. Donc, en fait, l'argument principal de Cliff, c'est que les ouvriers, les travailleurs en Russie, ils auraient été obligés de changer d'État. Par contre, la bourgeoisie, si elle voulait revenir, elle pouvait utiliser l'État. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Enfin, ce qui s'est passé. Si elle peut utiliser l'État, elle peut utiliser l'État. Donc le KGB, la police, etc. Ça, il n'y a pas de difficulté. Et il y avait aussi le point, c'est que les ouvriers n'ont aucun contrôle. Absolument aucun contrôle. Comment être un État ouvrier générique, quel que soit son style d'ailleurs, aucun contrôle. Ensuite, il y avait la question de la propriété des moyens de production. Et donc, il trouve que, évidemment, elle est collective. Mais c'est déjà arrivé qu'elle soit collective. Notamment, il prend l'exemple de l'Église catholique. Et donc, il faut voir que la propriété doit être dans des rapports de production. Doit se voir dans des rapports de production. Et pas indépendamment de ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas propriété, propriété privée des moyens de production totale que c'est pas une propriété, qu'il n'y a pas des exploiteurs et des exploiteurs, on va dire ça comme ça. Alors avant de finir sur cette truc, j'ai oublié le truc du milieu, qui est l'économie de la distribution. En fait, Trotsky disait que la bureaucratie, c'est comme la bureaucratie, c'est la gestion des queues. Et ce qu'explique Tony Cliff, c'est que c'est pas seulement, c'est aussi la distribution de qui gère les queues. C'est l'heure de savoir qui sont le plus à droite entre les Trots et les Stalin. Oh, c'est vite vu ça. Coucou Ruby, j'espère que tout va bien. Place de son qui gère les queues, c'est ça. T'entends pas bien? Ok. Et là, c'est mieux? Attends, faut que je mette mon OB, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que là, c'est mieux? Normalement, là, c'est mieux théoriquement. Ah, attends. Un peu mieux seulement? Ah ah! Ah, attends, là, c'est peut-être trop même d'ailleurs. Haha, c'est mieux, ouais. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, c'était le début de la stream où j'étais en train de répéter les mêmes trucs. Ah, parfait.
Je suis en train de répéter les mêmes trucs que la dernière fois, donc pas d'inquiétude. Ok. Et sur le dernier point, donc je résume ce dernier point, parce qu'il est un peu important. J'ai pas entendu ta réponse à ma remarque super pertinente. Oui, du coup, t'as pas entendu. Donc, c'est l'heure de savoir qui sont le plus à droite entre les Trotz et les Stal. J'ai dit, c'est vite vu. Tu peux pas réellement être. Comment dire plus à droite que. Enfin, si, tu peux être plus à droite qu'un Stal, mais bon, en l'occurrence. Alors, je finis mon dernier point, si tu permets. C'est de dire que. Donc là, j'ai résumé en fait tous les points qu'on a vus la dernière fois pour caractériser la Russie soviétique des années 30 et puis même après. Il manque un dernier point que j'ai pas fini. Donc la Russie en concurrence mondiale. Voilà. En fait, ce qu'explique Tony Cliff, c'est que grosso modo, les bolcheviks, quand ils ont fait la révolution, théorie de la révolution permanente, qui consiste à dire que la révolution elle démarre dans un état pour lequel il n'y a pas en fait les moyens de production suffisamment développés parce qu'il y a encore trop de bourgeoisie, trop de petite bourgeoisie, trop de paysannerie, etc. Et pas assez de classe ouvrière. Et donc dans le cas de la Russie, il y en a assez suffisamment pour lancer la révolution, mais celle-ci doit être mondiale. Elle doit se déplacer partout. D'ailleurs, c'était la phrase de Lénine qui disait en vérité, si la révolution ne démarre pas ailleurs, notamment en Allemagne, nous sommes foutus. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc le processus révolutionnaire a enclenché en 17. Il a entraîné une vague révolutionnaire dans plein de pays, notamment en Allemagne, mais qui n'a pas déclenché de révolution. Du coup, le socialisme, c'est entre guillemets resté dans un seul pays, qui était la doctrine de Staline. Et donc, une partie des choses ne peut pas marcher comme ça quand on l'écrit. Donc du coup, je résume les 3 points. Hein. Le premier, c'est que la plupart des gens qui pensaient que c'était un État ouvrier, ça l'a été l'État ouvrier, mais grosso modo, cet État ouvrier, les ouvriers n'ont aucun contrôle, donc l'émancipation des travailleurs sont l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, mais ça n'existe pas. Si jamais on veut changer, on s'est aperçu qu'en fait très vite tu te heurtes à la bureaucratie, à sa police, à son armée, et donc on est obligé de changer l'État. Et aussi à ces bureaucrates qui contrôlent les usines, etc. A l'inverse, si jamais une classe capitaliste veut rentrer, capitaliste de propriété privée veut redevenir, elle va se servir très simplement des appareils classiques de la bourgeoisie, de la couche bureaucratique, c'est-à-dire sa police, son armée, son KGB, etc., etc. Un autre aspect, donc, c'est l'économie de la distribution. Donc Trotsky considérait que, en fait, la bureaucratie, c'était simplement un groupe de gens qui géraient la taille des queues qui venaient, quand on a des gestions, un peu comme une bureaucratie syndicale. Hein. Donc il dit que c'est ça, c'est la gestion de la distribution, mais pas seulement la bureaucratie, il y aurait aussi la distribution des moyens de production et qui les contrôlait. Okay, donc elle gère les postes, reproduction des postes. Ça, je pense que c'est assez important de comprendre ça. Et en fait, elle explique aussi que j'ai oublié d'en parler, c'est la tâche historique de la révolution bourgeoise qu'a fait effectuer la bureaucratie stalinienne, donc par l'accumulation primitive de capital et virer les paysans des campagnes là-dessus. Donc du coup, on est ça c'est le deuxième point. Et donc sur le troisième point, qui est que une partie des gens ils sont trompés parce qu'ils pensent que comme c'est collectivement étatique, il n'y a pas les mêmes rapports de production. Et donc ce que dit Cliff, c'est que, en tout cas il n'y a pas les mêmes rapports de propriété. Et Cliff dit qu'on ne peut pas envisager les rapports de propriété sans regarder les rapports de production. Et donc les rapports de production, ils sont celles d'une économie au milieu d'un monde capitaliste. Et donc il est en compétition avec le capitalisme. Alors puis il y a un temps où c'est pas capitaliste, mais très vite en fait, ça doit le devenir. Donc du coup, il n'y a pas le choix d'entretenir des rapports de compétition capitaliste. Et il prend un exemple qu'à un moment donné,
certains moments, la propriété était collective, et donc il prend l'exemple de l'Église catholique sous le féodalisme. Donc voilà. Et donc du coup, ça résume ces 3 points pour le Caire. Donc on va continuer la lecture. On s'est arrêté là, et il explique l'analyse du coup du capitalisme d'État. Est-ce que je l'ai fait déjà? Ouais, donc c'est là où il montre en fait que ça marche pas pour la Russie. On y va. La Russie stalinienne devient capitaliste étatique. L'analyse par Marx du capitalisme comporte une théorie des relations entre les exploiteurs et les exploités, ainsi qu'entre les exploiteurs eux-mêmes. Les 2 caractéristiques essentielles du mode de production capitaliste sont la séparation des travailleurs des moyens de production, donc on est séparés au sens où on ne les contrôle pas, et la transformation de la force de travail en une marchandise que les travailleurs doivent vendre pour survivre, d'une part, et le réinvestissement de la plus-value, l'accumulation du capital, qui est imposé, ah oui, mais ça je l'ai lu la dernière fois, qui est imposé aux capitalistes individuels par la concurrence qui règne entre eux, d'autre part. Donc en fait, on est obligé de vendre sa force de travail et calculer comment dire, ça je l'ai déjà lu la dernière fois, excusez-moi. Ah oui, c'est là. Donc on avait bien vu la dernière fois, je vous invite à regarder l'autre vidéo sur pourquoi c'est bien capitaliste d'État, pour comment elle est devenue. Et donc c'est cette idée là de concurrence mondiale et d'accumulation primitive du capital. Donc tout ce que j'expliquais la dernière fois. Donc pourquoi Trotsky, qui était aussi fort, il s'est planté. Donc qu'est-ce qui a empêché Trotsky de renoncer à la théorie selon laquelle la Russie était un État ouvrier? On a tendance à considérer l'avenir avec les idées du passé. Pendant de nombreuses années, la lutte contre l'exploitation a pris la forme d'un combat contre les possédants privés, la bourgeoisie. Par conséquent, lorsque Lénine et Trotsky et les autres dirigeants bolcheviques disaient que si l'État ouvrier de Russie demeurait isolé, il était condamné, ils envisageaient un tel sort sous une forme précise, la restauration de la propriété privée. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on fait au moment de lancer la révolution, elle devait être mondiale ou perdre, et donc ils pensaient que la défaite, ce serait la restauration de la propriété privée. La propriété étatique était vue comme le fruit de la lutte du peuple travailleur. Ok, donc le fait de contrôler par l'État, c'est un acquis de la lutte. Donc ça, c'est assez important de retenir cette phrase-là. De là, il n'y avait qu'un pas à franchir pour conclure, comme Trotsky, que si la propriété étatique existait en Russie, c'était dû à la peur qu'avait la bureaucratie de la classe ouvrière, et que cela signifiait que la bureaucratie n'était pas libre d'accomplir une contre-révolution qui restaura le capitalisme, l'appropriation privée et la succession héréditaire. Donc, en fait, il considérait que, comme la propriété étatique, c'est dû à un combat des travailleurs, que ceux-ci, en fait, ont gagné, c'est ce point de vue-là. C'est comme nous, quand on dit on a nationalisé une entreprise. Et il dit que, comme le fait que la bureaucratie stalinienne n'a pas dénationalisé, n'a pas vendu, alors ça signifie qu'en fait, elle a peur. Donc en fait, quelque part, il y a un contrôle ouvrier de ça. C'est ça qu'il dit. Ok ? C'était essentiellement l'expérience du passé qui empêchait Trotsky de comprendre que le triomphe de la réaction ne signifiait pas forcément un retour au point de départ. Donc là, évidemment, on ne revient pas au même système. Le retour du capitalisme pouvait résulter d'un déclin sous la forme d'une spirale dans laquelle des éléments du passé pré-révolutionnaire et révolutionnaire fussent combinés. Le vieux contenu de classe capitaliste pouvait alors émerger revêtu des habits neufs du socialisme, fournissant ainsi une confirmation surabondante de la loi du développement combiné, donc c'est la théorie de Trotsky, une loi que Trotsky avait lui-même puissamment contribué à développer. Donc l'idée ici, c'est que la nature a horreur du vide. Si tu peux pas faire du socialisme, si tu peux faire du capitalisme, il suffit d'en modifier l'apparence. Et, en résumé, on peut dire que si Trotsky a œuvré incomparablement plus que n'importe quel autre marxiste à la compréhension du régime stalinien, son analyse souffrait d'une sérieuse limite, un attachement conservateur au formalisme. Donc là, c'est le taquet pour Trotsky, où il dit, voilà, il était un peu formel, ce qui est par nature contradictoire au marxisme qui subordonne la forme au contenu. Bon, ça, c'est la petite phrase, machin. Si tu as un attachement conservateur au formalisme, tu n'es pas marxiste. Donc ça, c'est un grand classique des phrases de Tony Cliff. Donc bon, on va lui laisser du coup. Alors, du coup, on a nos éléments du capitalisme d'État, sur l'État ouvrier, l'économie de la distribution et la propriété de production, et en fait, du fait que le conservatisme politique de Trotsky
En fait, pas le conservatisme, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une situation nouvelle qui doit être analysée de manière nouvelle, dans un contexte qui est très difficile, c'est-à-dire tu perds tes militants, tu te fais massacrer, les staliniens ils tuent, ils font vraiment tout l'inverse que de ce que tu penses de la révolution. Donc du coup, fatalement, tu es en... comment dire, il y a un choc de que fait la bureaucratie. Et les vieux schémas qui est... comment dire, une classe capitaliste identifiée avec des actions, des choses comme ça, ce qui déjà ressemble plus du tout maintenant à ce qu'on a, entre guillemets, même si la propriété privée, elle est toujours importante. Ça, par contre, c'était nouveau. Le fait que tous les moyens de production étaient étatiques et contrôlés collectivement par une bureaucratie. Voilà. Par contre, les rapports de production étaient les mêmes. Alors, vers le dénouement du régime stalinien. La conviction que le régime stalinien était par nature supérieur au capitalisme, donc ça c'est un truc qui est super important, qu'il faut garder en tête, on y reviendra plus tard, plus progressiste, pas plus progressif, ouais c'est nul ça, c'est plus progressiste, est implicite dans l'affirmation de Trotsky qu'en Russie les forces productives se développaient de façon dynamique, à l'inverse de la stagnation du déclin dans la quasi-totalité du monde capitaliste. Donc en fait il dit l'économie se développe plus vite en Russie, donc c'est un très bon exemple que c'est quelque chose de supérieur, parce que le capitalisme est en train d'être en déclin partout. Alors évidemment, à partir du moment où tu autorises via la répression stalinienne à faire une brutale accumulation primitive du capital pour des forces productives, pour pouvoir faire de l'armement contre des concurrents, évidemment ton économie progresse, mais à un prix humain, social, politique qui est énorme. Donc du coup voilà. Donc c'est ça, c'est un peu bizarre de faire ça. Donc que dit Cliff? Il dit bien sûr pour un marxiste, le progrès relatif d'un régime sur un autre est par-dessus tout exprimé par sa capacité à développer plus en avant les forces productives. Encore une fois, oui, face aux économies gangrénées par la crise des années 30, la Russie stalinienne partant de plus loin, en fait, a une meilleure progression. Donc je trouve même que cette phrase, elle est un peu bizarre pour dire que le progrès relatif d'un régime, etc., etc. Dans la lignée de la déclaration de Trotsky, selon laquelle le régime soviétique démontrait une capacité à développer rapidement les forces productives, bien au-delà de ce que le capitalisme était capable de faire, Ernest Mandel écrivait. Donc là, c'est des taquets contre la 4e internationale et notamment Ernest Mandel. Let's go! Qu'est-ce qu'il écrivait, Ernest? Il écrivait que l'Union soviétique maintient un rythme plus ou moins égal de croissance économique, plan après plan, décennie après décennie, sans que les progrès du passé ne pèsent sur les perspectives de l'avenir. Ça, c'est une phrase du manifeste du Parti communiste, d'ailleurs. Toutes les lois du développement de l'économie capitaliste qui provoquent un ralentissement du rythme de croissance économique sont éliminées. Donc là, il explique qu'en fait, ça peut pas être autre chose que ça peut pas être capitaliste parce que ça ne subit pas les lois, parce que l'économie soviétique maintient un rythme plus ou moins égal de la croissance économique. Donc là, il parle en 56, hein, on est donc 3 ans après la mort de Staline, et 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. On continue, la même année, en 56, Isaac Deutscher, donc lui c'est aussi c'est un biographe de Staline et de Trotsky d'ailleurs. Isaac Deutscher prophétisait que 10 ans plus tard, le niveau de vie en URSS dépasserait celui de l'Europe de l'Ouest. Donc en 56. Alors, bon évidemment ça s'est pas passé, hein, c'est sûr qu'il y a la grande blague, j'imagine, que de Cliff. Donc, une analyse du régime russe sous l'angle du capitalisme d'État pointait dans la direction exactement opposée. La bureaucratie était et deviendrait de plus en plus un frein au développement des forces productives. Donc ça, c'est ce que dit Cliff. Il dit qu'en fait, si on comprend que c'est justement quelque chose qui est capitaliste d'État dans son contexte international de concurrence, la façon qu'a de gérer l'économie l'économie russe par le biais des capitalismes d'État, elle ne permet pas, au contraire, de surclasser les autres. Okay. Et que très rapidement, ça irait dans l'autre sens, ce serait un frein. Alors on continue, le texte de 1948, La nature de classe de la Russie stalinienne, indiquait qu'en même temps que le rôle de la bureaucratie était d'industrialiser la Russie en élevant la productivité du travail, elle se heurtait dans ce processus à d'importantes contradictions. Et là, on retrouve en fait les soucis de l'économie russe et pourquoi, contre un capitalisme notamment américain débridé, ça avait peu de chances de tenir longtemps sans s'adapter. Donc on verra très vite. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « La tâche historique de la bureaucratie est d'élever la productivité du travail.
Donc c'est la citation. Ce faisant, la bureaucratie entre dans de profondes contradictions. Pour que la productivité du travail puisse s'élever au-dessus d'un certain point, le niveau de vie des masses doit s'élever. Parce que des travailleurs qui sont sous-alimentés, mal logés et ignorants ne sont pas aptes à une production moderne. Donc là, le but, c'est quand même de passer, d'augmenter, oui, entre guillemets, le niveau de vie des travailleurs pour permettre que la productivité augmente. Parce que, comme c'est indiqué, des gens sous-alimentés, qui ont froid, qui n'ont pas physiquement toute leur capacité, on ne peut pas développer la productivité. Dans une certaine mesure, la bureaucratie pouvait améliorer la productivité du travail par la coercition. Donc là, c'est menacer le travail aux pièces, ça permet plein de choses. Il y avait le retour du travail aux pièces, par exemple, en Russie stalinienne. Il y avait des peines de prison monstrueuses pour toutes les personnes qui ne voulaient pas travailler. Il n'y avait pas aussi l'autorisation de se déplacer, on pouvait être arrêté si on ne faisait rien, en fait. Mais cela ne pouvait se prolonger indéfiniment. L'échec à élever le niveau de vie pouvait même avoir déjà conduit à un déclin dans le taux de croissance de la productivité et à des développements désordonnés de la production. Donc il prédit ça en 1948, Tony Cliff. Donc il continue, en 1964, parut une nouvelle édition sous la forme d'une brochure de 100 pages du livre sur le capitalisme d'État en Russie, sous le titre « Russie, une analyse marxiste », qui mettait en évidence le fait que l'économie soviétique, héritée de Staline, était plus ou moins paralysée par les éléments de crise et devenait de plus en plus un point mort dans le développement de la production. Donc là, il parle de ça et il nous explique là-dessus. La méthode de Staline pour solutionner toute difficulté consistait à accroître la répression et la terreur. D'accord ? Mais cette méthode rigide, non seulement devenait de plus en plus inhumaine, mais aussi de plus en plus inefficace. Chaque coup de knout, un knout c'est comment déjà, c'est un fouet, nouveau, approfondissait la résistance obstinée, bien que passive, du peuple. L'oppression stalinienne rigide devient un frein à tout progrès industriel moderne. Donc là, on atteint évidemment une théorie comme quoi, tu peux obtenir qu'une certaine augmentation de la productivité en tuant les gens, en les mettant en prison, et ça limite en fait, au final, sur le long terme, tout progrès industriel moderne. La brochure faisait un examen détaillé de la façon dont le régime stalinien bloquait tous les secteurs de l'économie. En ce qui concerne la crise agricole, c'est où déjà ? J'y vais. Elle exposait, donc ça c'est toujours la citation de Trotsky, l'héritage de Staline dans les campagnes, c'est une agriculture enlisée dans une profonde stagnation qui dure depuis plus d'un quart de siècle. Donc on est toujours en 64. La production céréalière de 49 à 53 n'a été que de 13% supérieure à celle de 1910-1914. Donc 50 ans, 40 ans d'étatisation de révolution, c'est 12% d'augmentation. Par contre, augmentation dans l'intervalle de la population de 30%, ce qui fait qu'il y a moins de production de nourriture. La productivité du travail dans l'agriculture soviétique n'a jamais atteint le 5e de celle des États-Unis. Donc évidemment, en partant de très très loin, on ne pouvait pas non plus arriver jusqu'au bout. Même si elle avait augmenté, elle avait vraiment très peu augmenté. Pourtant, on était au maximum de niveau de répression. Et il n'y avait pas d'autres techniques pour augmenter la productivité. La stagnation devint une menace pour le régime, et ce pour une série de raisons. D'abord, après que le chômage caché des campagnes eût été en grande partie éliminé, il devint impossible d'y prélever de la main-d'œuvre pour l'industrie de la même manière qu'auparavant, sans élever parallèlement la productivité du travail dans l'agriculture. Donc en fait, on ne peut pas retirer les travailleurs de la campagne, parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour produire, parce qu'on n'a pas assez augmenté la productivité. Donc c'est un sacré cercle vicieux, parce qu'on ne peut pas augmenter la productivité sans travailleurs pour augmenter le niveau de vie, et on ne peut pas le faire sans priver la paysannerie de sa main-d'œuvre. Deuxièmement, il devient aussi impossible, au-delà d'un certain point, de siphonner du capital dans l'agriculture pour faciliter la croissance de l'industrie. Les méthodes de Staline d'accumulation primitive du capital, après avoir été un accélérateur, devinrent un frein et ralentir l'économie tout entière. En fait, il comptait beaucoup trop sur il devient impossible de siphonner du capital dans l'agriculture, ouais. Attends, ça veut dire quoi ça ? Deuxièmement, il devient aussi au-delà d'un certain point de siphonner du capital. Ouais, on peut pas extraire plus
de l'agriculture. Il y a un moment donné, tu as grosso modo optimisé tout ce que tu voulais obtenir. Malheureusement, comme ta productivité n'augmente pas, tu ne peux pas encore plus. Alors, et dans l'industrie, bien que celle-ci se soit développée massivement pendant 3 décennies et demie, le taux de croissance connaissait un déclin. La productivité qui s'était développée dans les années 30 plus rapidement qu'à l'ouest était désormais bloquée à un niveau considérablement inférieur à celui de son concurrent essentiel, les États-Unis. Et donc là, la citation, à la fin de 1957, le nombre de travailleurs industriels en URSS était de 12% plus élevé aux États-Unis. Ok, donc il y a plus de travailleurs en URSS qu'aux États-Unis. Malgré tout, même selon les estimations soviétiques, le produit annuel de l'industrie en 1956 était la moitié de celui des USA. C'est-à-dire que la productivité par travailleur, elle était largement moins de la moitié que celle des États-Unis, même si elle avait augmenté dans les années 30. Donc, et encore une fois, à cause de la crise dans l'agriculture, le niveau décroissant de la productivité dans l'industrie ne pouvait plus être compensé par une augmentation massive du nombre de travailleurs industriels. Et oui, on peut pas, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez pas piquer des travailleurs pour combler et augmenter la production industrielle. Le mieux, ça serait d'avoir moins de travailleurs, mais qui produisent plus. Là, visiblement, il faut plus de travailleurs, mais si tu les enlèves à la campagne, comme il n'y a pas eu de gain de productivité, eh ben, ça peut plus marcher. De ce fait, la bureaucratie devait accorder une attention accrue à la prolifération du gâchis et des productions de basse qualité dans l'économie russe. Un certain nombre de ces sources de gâchis étaient énumérées dans la brochure qui décrit. Donc en fait, le problème de la bureaucratie est donc qu'il faut gérer le gâchis. Donc il explique. Donc le cloisonnement, qui a mené certaines entreprises à produire sur place des biens qui auraient pu être fabriqués moins chers ailleurs. La thésaurisation des fournitures par les directeurs et les travailleurs. La tendance des dirigeants à résister aux innovations technologiques. L'accent mis sur la quantité aux dépens de la qualité. La négligence de l'entretien. La prolifération de la papasserie. L'échec à mettre en place le mécanisme de prix efficace et rationnel dont les directeurs avaient besoin pour mesurer les performances relatives des différentes usines. La conclusion était, et c'est là la conclusion qui est importante là-dessus, si par le terme économie planifiée nous entendons une économie dans laquelle tous les éléments constitutifs sont ajustés et régulés par un schéma directeur unique, dans lequel les frictions sont réduites au minimum, et surtout dans lequel les prévisions sont déterminantes dans la prise de décisions économiques, alors l'économie russe est tout sauf planifiée. Ok ? Donc c'est pas ça du tout. C'est une économie qui est dirigée, mais elle a évidemment pas tout ce qu'il faut pour avoir un schéma directeur unique. Ok ? Et les prévisions ne sont pas déterminantes dans la prise de décision économique. En fait, elles sont même relativement contradictoires. Alors donc l'économie russe est tout sauf planifiée. À la place d'un véritable plan, des méthodes répressives d'intervention gouvernementale sont mises en place pour combler les lacunes créées dans l'économie par les décisions et les actes de ce même gouvernement. C'est-à-dire en fait, on vient faire des rustines qui créent des problèmes et on vient refaire des rustines sur les problèmes qu'on a créés. Par conséquent, au lieu d'une économie soviétique planifiée, il serait plus exact de parler d'économie dirigée bureaucratiquement. Voilà, donc ça c'est relativement assez clair là-dessus de ce point de vue-là. Donc c'est une économie qui, du fait de son centralisme, du fait de sa structure bureaucratique, en fait dans la compétition vis-à-vis du marché, elle a bien marché dans les années 30, d'ailleurs à un moment où la quasi-totalité des pays avaient de plus en plus d'États dans leur économie, mais après la Seconde Guerre mondiale, quand c'est moins le cas, en fait, les croissances de productivité en face des États-Unis qui font le boom des 30 glorieuses, eh ben, la Russie soviétique est incapable d'être en compétition, bien au contraire. Alors, bien sûr, il existe un grand nombre d'études qui ont entrepris de décrire les tares de l'industrie russe. Ce qui caractérise celle qui est développée ici, c'est que le gaspillage et l'inefficacité s'y analysent comme produit de la nature capitaliste étatique du système. Donc il dit en fait que la structure même du capitalisme d'État introduit du gaspillage et de l'inefficacité. Et que c'est pas une mentalité, par exemple, qui serait typiquement russe. La cause fondamentale de l'anarchie et du gâchis dans l'industrie russe s'y trouve stigmatisée comme étant l'accumulation capitaliste au sein d'une économie isolée, des objectifs élevés en même temps que peu de moyens. Et donc comme il faut résister à tout le monde entier, et notamment avec les États-Unis, et que on part quand même de très loin, eh ben on peut pas y arriver. Ok ?
Comme les deux bras d'un casse-noisette, ces deux éléments opéraient une pression sur les directeurs, les encourageant à tricher, à dissimuler les capacités de production, à exagérer les besoins en équipement et fournitures, à jouer la sécurité en épargnant les ressources, et d'une manière générale à se comporter de façon conservatrice. Lénine, il est méchant, non? Lénine, méchant? Pourquoi tu dis ça? Ça veut dire quoi, méchant, pour toi? Le moignon Touron. Bienvenue dans le chat. On parle de la Russie stalinienne. Staline, il est méchant de ce point de vue-là. Ça, c'est clair et net. Responsable de milliers de morts. Responsable, c'est-à-dire quoi, responsable? Comment tu définis ça? Tu veux dire, en tant qu'homme politique... Staline le côte. Putain, arrête avec ces conneries. Techniquement, il y a plein de gens qui sont responsables de milliers de morts, si tu vas par là. Pourquoi plus Lénine que Churchill, que Staline, par exemple? Staline, son objectif, c'était quand même de tuer des gens. C'était pas son objectif, mais grosso modo, sa méthode pour l'économie stalinienne, c'était l'internement, toute opposition, il était massacré. Lénine, l'avantage de Lénine, c'est que comparé à Staline, il dit ce qu'il fait. Et donc, la répression organisée par Lénine, elle est relativement plus faible que celle de Staline de très loin. Et elle est dans un contexte où, s'il la fait pas, sa propre survie est en jeu, ce qui n'était pas le cas du tout de Staline. En fait, c'est pas du tout les mêmes... le marxisme mène toujours à des millions de morts. Ouais, mais je connais cette théorie, mais personne n'est capable d'expliquer pourquoi. Pourquoi le fait de vouloir l'émancipation des gens, la liberté, la fin du racisme, ça mènerait toujours à des millions de morts. Surtout que là, on est en train d'expliquer, mais t'as peut-être pas suivi avant, mais on est en train d'expliquer pourquoi, justement, ça n'est pas du marxisme, ça n'est même pas du communisme, le stalinisme, c'est du capitalisme. Et qu'en fait, c'est du capitalisme, et c'est la concurrence mondiale dans une société de merde qui amène à des millions de morts. Donc c'est typiquement le point qu'on essaie de faire ici, en étudiant l'économie de la Russie stalinienne. Et donc, bon, tu peux regarder les épisodes d'avant, la corruption existe toujours. Oui, mais tu vois, il y a des pays où il y en a moins que d'autres. Comment on explique si elle existe toujours? Elle peut être faible, mais elle existe. Et puis la corruption, c'est encore un autre point. Ça n'a rien à voir avec le marxisme, ni même au pourquoi le capitalisme. Il y a plein de gens qui ne sont pas corrompus. Il y a plein de gens qui le sont aussi, ouais. Mais il faut trouver une explication. On ne peut pas juste dire ça existe toujours. Donc je vais continuer. Si tu as d'autres questions, vas-y. C'est bizarre ton nom quand même, le moignon Touron. Du coup, j'en étais où? Je faisais du casse-noisette. Ah ouais, je continue. Donc, de manière générale, à se comporter de façon conservatrice. C'est-à-dire, en fait, dans l'économie planifiée, entre guillemets planifiée, mais bureaucratiquement dirigée, dans quel pays le trotskisme a marché? Alors, le trotskisme a marché. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'il y a un pays dans lequel un parti trotskiste est arrivé au pouvoir? C'est ça ta question, il n'y en a eu aucun. Il y a eu des endroits où il y avait des gros groupes trotskistes, hein, en tout cas qui se réclamaient du trotskisme. Mais c'est justement le point qu'on fait ici, pareil, c'est dire que tu ne peux pas avoir de révolution dans un seul pays. Et donc il y a une confusion en fait, d'abord déjà entre le marxisme et les gens qui l'appliquent. Le marxisme, c'est une théorie qui explique le monde. C'est pas du tout, en soi, c'est pas quelque chose qui amène des millions de morts. Par contre, l'histoire du communisme, ou en tout cas l'histoire du communisme en Russie, c'est une dynamique dans laquelle il y a d'abord une révolution qui effectivement est dirigée par des gens qui sont d'inspiration marxiste, qui pensent la société de manière marxiste. Cette révolution, elle a lieu que dans un pays, elle n'a pas lieu dans d'autres pays. Il y a donc une guerre civile des gens qui ne veulent pas qu'il y ait la révolution, hein. Et cette guerre civile, elle dure plusieurs années. Et elle impose évidemment un changement dans la société russe qui fait que les acquis de la révolution qu'il y avait eu en 17 ont été perdus après la guerre civile. Ce qui a permis l'émergence d'une classe dirigeante qui serait la bureaucratie stalinienne. Et cette bureaucratie, elle, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle rentre en compétition puisque par nature, le communisme n'a pas gagné sur la terre, au contraire. Le capitalisme est toujours dominant, ce pays
rentre en compétition avec les autres pays capitalistes. Et pour s'y adapter, donc tu as les points à droite si tu veux lire, que j'ai résumés, qui montrent que ça a transformé quelque chose qui était un État au départ ouvrier à en fait un État capitaliste qui a repris d'ailleurs les pires aspects des États capitalistes, accumulation primitive du capital, avec une répression massive, parce qu'il était en concurrence directe militaire avec les États-Unis. Et donc j'aurais tendance à dire, plutôt que de dire que le marxisme a créé 1 million de morts, c'est le fait que les gens, notamment en Europe, notamment aux États-Unis, ont tellement pas voulu que les pauvres dirigent leur propre pays, qu'ils ont entraîné en fait à la création d'un pays dans lequel des opportunistes, dont Staline, sont venus créer une classe dirigeante bureaucrate qui s'est comportée comme une classe dirigeante capitaliste avec les mêmes caractéristiques et la même concurrence, et donc du coup a entraîné, là pour le coup, des millions de morts. On est ok là-dessus. Donc je continue. Tout cela générait du gaspillage, donc une aggravation du manque de moyens et des pressions croissantes d'en haut sur le directeur, qui à nouveau devait tricher et ainsi de suite en cercle vicieux. Donc en fait, cette économie, elle ne pouvait pas fonctionner, il n'y avait pas assez de souplesse et de plasticité ou d'huile dans les rouages pour permettre en fait que ce truc fonctionne bien. Il suffit qu'on passe son temps à mentir, tricher pour pouvoir en fait avoir cette série de cercles vicieux. On continue parmi les cercles vicieux. Des objectifs élevés et des moyens insuffisants provoquaient aussi une aggravation du cloisonnement et de l'attitude qui consiste à ne se soucier que de son secteur au détriment de l'économie en général. Là aussi, un cercle vicieux. Le problème amenait les directeurs à établir des priorités, mais ce système de priorités et les méthodes de campagne, manquant d'une évaluation quantitative claire, étaient une source de gâchis et de distorsion. Pour combattre ces traits, une multitude de systèmes de contrôle étaient mis en place, ajoutant du gaspillage et provoquant... J'étais convaincu en vrai. Ok. Très bien, très bien. N'hésite pas, si tu as des questions. Moi, je discute là-dessus. C'est un peu ma spécialité, ces questions-là, donc n'hésite pas. Donc, je lis un texte. Je peux remettre le lien si tu veux lire le texte. Il faudrait que je retrouve ce lien. Attends, bouge pas. Voilà. Si tu veux aller lire le livre là-dessus. Alors, bon, je vais passer vite. On comprend l'idée qu'en fait, c'est une économie qui a aucune souplesse, qui est en concurrence et qui crée en fait des cercles vicieux, parce que toutes les méthodes pour corriger ces trucs dans une économie qui est complètement centralisée ne permettent pas de les corriger, mais au contraire les aggravent. Ok. Donc en fait, c'est un peu le problème, c'est que tu as gardé la lourdeur étatique avec soi-disant la justice qui sera associée à l'État, mais comme tu as quand même la compétition internationale, finalement tu te retrouves avec un truc qui est pourri. Et qui est surtout hiérarchique et répressif. Alors, parce que là, effectivement, si on continue la lecture, derrière ces problèmes se trouvaient des impératifs capitalistes. La concurrence mondiale pour la suprématie et les gigantesques dépenses militaires nécessaires simplement pour survivre. Et ça, c'est le truc le plus important. C'est-à-dire que pour survivre, la Russie, elle était en compétition économique et militaire avec essentiellement les États-Unis. Et donc, du coup, c'est ça qu'a fait sa transformation, ou en tout cas le fait que ça pouvait pas être socialiste, ou en tout cas pas un État ouvrier. Et la forme qu'elle a prise, c'est une forme étatique du capitalisme. Donc, on continue. La basse productivité n'était pas uniquement imputable aux fautes de gestion du sommet. C'est pas juste l'organisation étatique qui est à valeur, mais aussi la résistance à la base des travailleurs. Il est impossible de se faire une idée exacte de la proportion dans laquelle cette basse productivité était le résultat de l'incompétence et des bévues de la hiérarchie ou de la résistance des travailleurs. Donc là, ce qu'explique Cliff, sans le prouver, c'est qu'en fait, la productivité était basse parce que les gens, ils voulaient pas bosser. Ils résistaient au productivisme, au stakhanovisme, à tous ces trucs-là. En plus, évidemment, de la nullité de leurs dirigeants. Donc, les deux aspects ne peuvent évidemment pas être dissociés. On pourrait, il y a sûrement des études là-dessus. Bon, je pense qu'il n'a pas regardé. Le capitalisme en général et sa variante étatique en particulier se préoccupent de baisser les coûts et d'améliorer l'efficacité plutôt que de satisfaire les besoins humains. Donc ça, c'est très vrai. C'est toujours vrai maintenant. Sa rationalité était fondamentalement irrationnelle. Ça aussi, c'est très vrai. En ce sens qu'il aliénait le travailleur en le transformant en une chose, un objet manipulé et non un sujet
qui modèle sa vie en fonction de ses propres désirs. C'est pour cela que les travailleurs sabotaient la production. En tout cas, c'est ce que pense Cliff. Il en apporte ici pas vraiment la preuve. Le chapitre consacré aux travailleurs russes se terminait par ces mots. La préoccupation centrale des dirigeants russes aujourd'hui est de développer la productivité de l'ouvrier. Donc ça, on l'a déjà dit 15 fois. Un pays sous domination impérialiste, parce qu'il est en concurrence, qui essaye de s'émanciper de cette domination-là et de participer à la grande bataille entre les pays impérialistes, doit absolument développer sa productivité. Pour ça, il faut qu'il y ait la productivité, il faut qu'il y ait un niveau de vie suffisant pour les personnes. Et pour ça, il va falloir avoir avant de développer de la productivité. C'est pour ça que c'est un problème insoluble. Le développement, ça n'existe pas vraiment sous le capitalisme moderne. Jamais l'attitude du travail n'a été aussi importante pour la société. En s'efforçant de transformer l'ouvrier en un rouage de l'appareil productif, les bureaucrates tuent en lui ce dont il a le plus besoin, la productivité et la créativité. Une exploitation accentuée et rationalisée crée un immense obstacle à l'accroissement de la productivité au travail. Voilà, donc il dit qu'en fait, c'est un truc qui, je pense qu'il faudrait nuancer. C'est qu'à certains moments, le contrôle complet bureaucratique, ça a pu augmenter la productivité, mais à un moment donné, ça atteint ses limites, et cette limite face à d'autres économies capitalistes, comme celle par exemple des États-Unis, pour lesquelles il n'y a pas cette contrainte de l'État. En tout cas, l'État, il est vraiment en soutien aux capitalistes, de ouf. Eh ben, ça permet la productivité et la créativité. Et c'est pour ça que la productivité était bien meilleure et la créativité bien meilleure qu'aux US qu'en Russie. Plus la classe ouvrière est qualifiée et intégrée, et plus non seulement elle résiste à l'aliénation et à l'exploitation, mais aussi plus elle manifeste de mépris pour ses exploiteurs et ses oppresseurs. Alors ça, franchement, il faudrait discuter. Ça, c'est la grande théorie, une des grandes théories de Cliff, qui consiste à dire que les seuls ouvriers qui peuvent faire la révolution, c'est les ouvriers qualifiés et intégrés, puisque de fait, ils résistent à l'aliénation et à l'exploitation. Donc ça, c'est un truc qu'il faudrait vraiment discuter là-dessus, parce qu'en France, j'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup d'ouvriers qualifiés, intégrés, voire même des gens hyper qualifiés, hyper intégrés. J'ai pas l'impression qu'on ait résisté beaucoup à l'aliénation et à l'exploitation. Donc cette phrase-là, il faut vraiment, je pense, la discuter. Les travailleurs ont perdu tout respect pour les bureaucrates en tant qu'administrateurs techniques. Aucune classe dominante ne peut se maintenir longtemps face au mépris populaire. Bon, ça aussi, c'était des prédictions pour dire qu'en fait, c'était pas vrai, il n'y avait pas de soutien, enfin peu de soutien des travailleurs à la bureaucratie stalinienne. Voilà. Le capitalisme d'État bureaucratique sombre dans une crise générale de plus en plus profonde. Comme l'expliquait Marx, quand un système social devient un frein au développement des forces productives, alors s'ouvre une époque de révolution. Alors le problème, c'est que bon, c'est vrai, mais on voit que tous ces textes-là, ils sont écrits dans les années 60. Donc dans les années 60, si on regarde celui-là, là, 69, c'est quand la ref 69 1964, tu vois. Donc du coup, grosso modo, c'est où ça? Merde, je sais plus où je suis, excusez-moi. Ouais, donc il prédisait des révolutions assez vite. Bon, ben en 64, il a fallu attendre. Bon, il y a le printemps Prague en 68, et il y a les aventures impérialistes en 80 en Afghanistan, mais il faut attendre encore 89-90 pour réellement voir la fin de ça, donc presque 30 ans après. Donc là, pareil, il avait fait une prédiction, mais bon, elle ne s'est pas réalisée tout de suite. Ok, let's go, continuons sur l'autopsie du régime stalinien. Donc, un examen post-mortem révèle l'étendue de la maladie dont souffrait une personne de son vivant. De même, le moment de la mort d'un ordre social peut-il être son heure de vérité. Lorsqu'à l'automne et à l'hiver de 1989, les régimes d'Europe de l'Est mis en place par les armées de Staline ont commencé à s'effondrer, bientôt suivi par l'implosion du communisme entre guillemets en URSS même, un jugement clair sur la nature du régime stalinien se trouve facilité. Donc là, il explique évidemment que, grosso modo, il suffit de voir qu'est-ce qui est arrivé au régime au moment où ceux-ci sont effondrés pour en rétrospectivement savoir quelle était la nature de ces régimes-là.
La définition du régime stalinien comme socialiste, ou même comme État ouvrier dégénéré, c'est-à-dire comme un stade transitoire entre le capitalisme et le socialisme, implique qu'il était plus progressif que le capitalisme. Donc ça, c'est un truc important, hein, qu'on retrouve toujours. Hein. Une entreprise nationale, elle est plus progressive qu'une entreprise qui ne l'est pas, quelles que soient les conditions de la nationalisation et même dans l'entreprise. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve à gauche toujours maintenant, y compris à l'extrême gauche. Pour un marxiste, cela signifie avant tout qu'il était capable de développer les forces productives de façon plus efficace que le capitalisme. Nous avons seulement à nous rappeler les mots de Trotsky. Le socialisme a démontré son droit à la victoire, non dans les pages du Capital, mais dans une arène économique qui couvre le 6e de la surface du globe, non dans le langage de la dialectique, mais dans celui du fer, du ciment et de l'électricité. Donc là, il dit, grosso modo, que la hausse de productivité qu'il y a dans les années 20-30 sont une preuve de la supériorité du socialisme, qu'il appelle le socialisme là, au capitalisme. C'était bien en effet le langage du développement industriel qui expliquait les développements en Europe de l'Est et en URSS. Mais ce qui s'était passé, loin d'être une victoire, fut un ralentissement de la croissance économique de la fin des années 70 et au début des années 80. Donc ce qu'il avait prédit, Cliff, c'est que ça n'allait pas fonctionner. Et donc il allait avoir un ralentissement massif, ce qui s'est passé, menant à la stagnation et un écart de plus en plus grand entre les pays de l'Ouest, ces pays et l'Ouest. Donc la concurrence en fait économique entre l'Ouest et l'Est a été gagnée par l'Ouest. Okay. En URSS, le taux de croissance annuel du PNB était le suivant. Au premier plan quinquennal, même si la prétention était exagérée, 20% de croissance, ouais, tu vois, 6%, 4% et 1,5% dans les années 80. Pendant des années, pendant les dernières 3 ou 4 années, le taux de croissance était même négatif. Ok. Si la productivité du travail était plus dynamique en Europe de l'Est et en URSS qu'à l'Ouest, il est difficile de comprendre pourquoi les dirigeants de ces pays sont finalement tombés amoureux du marché. Dans ce cas, la réunification de l'Allemagne aurait dû voir l'épanouissement de l'industrie est-allemande par rapport à celle de l'Allemagne de l'Ouest. Donc ça, c'est la prédiction. Hein. Si c'était mieux, grosso modo, en URSS, en Allemagne, en termes d'économie, cette économie est supérieure. Pourquoi est-ce que l'économie ne s'est pas développée massivement en Allemagne de l'Est par rapport en Allemagne de l'Ouest au moment de la réunification? Au lieu de ça, l'économie de l'ex-RDA s'est désintégrée depuis la réunification. Le nombre de travailleurs employés en Allemagne de l'Est en 1989 était de 10 millions. Il est maintenant de 6 millions en 2001. C'est écrit il y a 25 ans. La productivité du travail en Allemagne de l'Est est de 30% seulement au niveau occidental. Ainsi, le niveau de productivité de l'Allemagne de l'Est, le plus élevé d'Europe de l'Est, est très bas par rapport à celui de l'Allemagne de l'Ouest et des autres économies avancées avec lesquelles il est désormais en compétition. Donc là aussi, ce qui montre que le taux de productivité est relativement bas. Là, on peut en plus se séparer de l'argument de la direction bureaucratique, puisqu'elle était plus là. Pardon. Si l'URSS avait été un État ouvrier aussi dégénéré fut-il, il est évident que face à une agression du capitalisme, les travailleurs auraient défendu leur État. D'accord ? Trotsky a toujours considéré comme axiomatique, c'est-à-dire toujours vrai, que les travailleurs de l'Union soviétique l'aurait défendu si elle avait été attaquée par le capitalisme, aussi dépravé et corrompu que soit la bureaucratie dirigeante. Ok ? Alors techniquement, militairement, ils l'ont défendu. Hein. Ça c'est vrai, les travailleurs ils sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale pour protéger la patrie des nazis. Quand même. Mais Trotsky a l'habitude de faire une analogie entre bureaucratie soviétique et celle des syndicats. Il y a différents types de syndicats, militants, réformistes, révolutionnaires, réactionnaires et catholiques. Ou d'autres. Mais ils sont tous des organisations qui défendent la part des travailleurs dans le revenu national. Donc, ils considèrent qu'un syndicat, même s'il est de droite, c'est quand même un outil des travailleurs. Donc Trotsky proclamait qu'aussi réactionnaires que fussent les bureaucraties dirigeantes dans les syndicats, les travailleurs soutiendraient toujours leur démarche progressive et les défendraient contre la bourgeoisie. Donc tu vas même défendre la CFDT contre la bourgeoisie, les travailleurs vont faire ça. C'est ce que dit Trotsky. Quand vint la brisure de 89, les travailleurs de l'Europe de l'Est ne défendirent pas leur État, mais alors pas du tout. Et se barraient même. Si les États staliniens étaient des États ouvriers, on ne peut pas s'expliquer pourquoi les seuls défenseurs furent la Securitat en Roumanie, donc l'armée secrète, enfin l'armée et la police, la Stasi en RDA, etc. Ni pourquoi la classe ouvrière soviétique a soutenu Helsinki, le représentant déclaré du marché. Donc Helsinki, c'est celui qui représentait la nouvelle direction face à l'ancien comité central du parti en 91.
Si le régime de l'Europe de l'Est et du RSS était post-capitaliste et qu'en 89 il y a une restauration du capitalisme, comment cette restauration a-t-elle pu se produire avec l'extraordinaire facilité qu'on a pu voir? Donc c'est pas réellement un retour en arrière. Les événements ne sont pas compatibles avec l'affirmation de Trotsky selon laquelle la transition d'un ordre social à un autre est nécessairement accompagnée d'une guerre civile. Voilà, il n'y a pas eu de guerre civile à la fin des régimes soviétiques. Trotsky écrivait « La thèse marxiste relative au caractère catastrophique du transfert de pouvoir des mains d'une classe sociale dans celle d'une autre s'applique non seulement aux périodes révolutionnaires, lorsque l'histoire s'élance follement en avant, mais aussi aux périodes de contre-révolution. Quand la société retombe en arrière, celui qui prétend que le gouvernement soviétique s'est progressivement changé de prolétariat en bourgeois se borne, pour ainsi dire, à projeter à l'envers le film du réformisme. » Voilà, donc c'est intéressant cet argument. Il dit que on peut pas passer, comme on peut pas passer le réformisme, c'est quand on passe graduellement du capitalisme au socialisme. Et il dit qu'on peut pas passer du socialisme, de l'État ouvrier au capitalisme graduellement. Ça voudrait dire qu'on fait du réformisme à l'envers. Donc cet argument, il est très très intéressant. Parce que c'est clairement ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça marche déjà pas de l'un, mais l'autre. Mais si ça c'est vrai, alors le réformisme, je connais bien ça, ouais. Lol. Tu m'as coupé, je sais plus ce que je disais. Gouvernement soviétique, blablabla. Ah ouais, donc si on admet ce que dit Trotsky, alors il y a un passage réformiste entre l'État ouvrier dégénéré, ou l'État ouvrier tout court, et les économies qu'on voit actuellement. Il n'y a pas eu de révolution en Russie, il n'y a pas eu de révolution en Roumanie. Enfin, en Roumanie, il y a eu un, comment dire, il n'y a pas eu réellement de changement de classe. Voilà, c'est marqué, c'est après. Les révolutions de 89 en Europe de l'Est furent remarquables par l'absence importante de conflits sociaux et de violences. Il n'y a qu'en Roumanie, effectivement, où ils avaient attrapé Ceausescu et l'ont buté. Il n'y a pas eu de conflit armé. En fait, il y a eu moins d'affrontements violents en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie et en Hongrie que dans l'Angleterre de Thatcher entre la police et les mineurs en grève. Okay. La transition d'un ordre social à un autre est nécessairement accompagnée par le remplacement d'un appareil d'État par un autre. Les machines d'État n'ont pratiquement pas été touchées en 89. Ça aussi, c'est important, hein, c'est le même État. En Russie, l'armée soviétique, le KGB et la bureaucratie sont toujours en place. En Pologne, les militaires ont collaboré au changement. Le général Jaruzelski, auteur du putsch de 81, et le ministre de l'Intérieur, administrateur en chef de la loi martiale, le général Kitsak, ont joué un rôle premier plan dans les négociations de l'accord avec Solidarność et la formation du gouvernement de coalition de Mazowiecki. Donc là, il décrit en fait le passage de la Pologne soviétique, entre guillemets, à la Pologne capitaliste, et il montre que c'est les mêmes personnes, le même personnel qui a négocié. Si une contre-révolution avait eu lieu, si c'était une restauration du capitalisme qui s'était produite, il aurait dû y avoir un remplacement global d'une classe dirigeante par une autre. Donc là, c'est pas le cas non plus. Au lieu de ça, nous avons vu la continuité du même personnel au sommet de la société. Donc pour moi, c'est un peu l'argument le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, la nature de l'URSS, en tout cas à ce moment-là, vu la facilité avec laquelle ils ont réformé leur économie, etc., indiquait qu'il n'y a pas de processus de contre-révolution, et donc il n'y a pas de changement drastique, en fait, du système politique, ou en tout cas de la nature de ce système politique. Au lieu de cela, nous avons vu la continuité du même personnel au sommet de la société. Les membres de la nomenclatura, qui dirigeaient l'économie, la société et l'État sous le socialisme, entre guillemets, font aujourd'hui avec la même chose sous le marché. Mike Haynes, dans son excellent article intitulé « Classe et crise, la transition en Europe de l'Est » écrit « Ce qui l'État a réalisé a consisté à faire partiellement passer la base institutionnelle de son pouvoir de la poche de l'État dans une poche privée. » Donc ça, c'est ce qui s'est passé, effectivement, tout le monde s'est aperçu qu'on a juste vendu les assets publics à des assets privés. Dans ce processus, il y a une mobilité vers le haut à l'intérieur de la classe dirigeante et des nouveaux venus éventuels. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les mêmes personnes, mais grosso modo, ils en ont profité à l'intérieur. Il y a eu aussi un changement dans l'équilibre du pouvoir à l'intérieur de la classe dirigeante entre ces différentes sections. Mais démentissons ceux qui proclament
que ce qui était en jeu, c'était le remplacement du mode de production socialiste par une société capitaliste, il n'y a aucun signe qu'un changement fondamental se soit opéré dans la nature de la classe dirigeante. Ok. Donc s'il se passe rien et qu'après tu es capitaliste, c'est qu'avant tu l'étais. Ce qui est frappant, c'est de voir le peu de mutations qu'il y a eu. Mettre un général à la retraite et nommer un colonel ne constitue pas plus une révolution sociale que le fait de vendre une entreprise d'État à ses directeurs ou à la renationaliser, toujours avec les mêmes personnes aux commandes. Donc ça, c'est très important, hein, de montrer qu'en fait, on ne change pas la nature. La nationalisation, ça ne change absolument pas la nature de la société. Au contraire, et c'est plutôt même anodin. Cela suggère bien plutôt que ce qui s'est produit, c'est une transformation interne dans un mode de production, en l'occurrence un changement de la forme du capitalisme, à partir d'un capitalisme d'État totalitaire vers des visions mixtes, à la fois étatiques et libérales. Libéral au sens évidemment français, c'est-à-dire économiquement de droite. Pardon. Chris Harman a décrit de façon pertinente le mouvement comme un pas de côté. Le passage d'une forme de capitalisme à une autre, de capitalisme étatique bureaucratique au capitalisme de marché. Bon là encore, hein, on peut nuancer, de savoir que ça c'est le cas extrême, le capitalisme d'État bureaucratique, celui où il y a 100%, et encore pas 100% partout, dans les pays de l'Est c'était un peu plus compliqué. Mais le capitalisme de marché, grosso modo, c'est un capitalisme où tout est plus, on peut dire que tout est privé, mais c'est pas le cas. Il y a toute partie encore des boîtes qui sont contrôlées par l'État. Enfin, si l'URSS et les pays d'Europe de l'Est avaient été un système social et économique post-capitaliste, comment aurait-il possible d'y greffer une économie capitaliste de marché? On peut greffer un citron sur un oranger ou vice-versa, parce qu'ils appartiennent tous les deux à la même famille. On ne peut pas greffer une pomme de terre sur un oranger. Mackay décrit avec quel succès le capitalisme libéral a été greffé sur l'économie stalinienne. Bon, l'image, elle n'est pas terrible, mais on comprend l'idée. C'est précisément parce que les deux phases de la transition comportent les mêmes traits structurels que l'opportunisme individuel, à l'échelle où nous l'avons vu, a été possible. Donc là, il est en train d'écrire que c'est précisément parce que c'est le même système capitaliste, c'est les mêmes structures, que ça permet la possibilité de quelques individus de devenir très riches. Nous ne sommes pas seulement en présence de sociétés de classe, mais de sociétés de classe fondées dans le même mode de production, où le changement qui s'est produit a été dans la forme plutôt que dans l'essence. Ouais, ça c'est clair. Hein. Donc c'est la même classe dirigeante, il y en a certains qui sont juste devenus capitalistes privés. Faute de comprendre cela, il est impossible de saisir comment, derrière le changement au sommet, les mêmes personnes, les mêmes familles, les mêmes réseaux sociaux célèbrent leur bonne fortune en 90, comme ils l'ont fait dans les années 80. Donc là, il dit que la classe dirigeante de la société russe et d'Allemagne de l'Ouest et des pays de l'Est, c'est la même que celle des peuples. Il n'y a même pas eu de purge massive au sein de l'appareil d'État. Il est possible qu'en bavardant, ils aient une pensée émue pour un de leurs amis absents. Donc ça veut dire en fait qu'il y a quand même eu quelques purges. Mais ils ne perdront pas de vue l'essentiel. Ils sont toujours au sommet malgré la transition. Au-dessous d'eux, on trouve la même classe ouvrière qui supporte toujours le fardeau de leur richesse, de leurs privilèges, de leur incompétence, comme elle l'a fait dans le passé. Donc, la société n'a pas réellement changé. Ceux qui étaient les véritables victimes de l'ordre ancien sont aujourd'hui encore les véritables victimes du nouveau. Très bien. C'est tout à fait ça, malheureusement. Si l'extension du régime capitaliste d'État à l'Europe de l'Est avait commencé à remettre en question la théorie de l'État ouvrier dégénéré, la chute du régime stalinien a répondu à cette question de façon définitive. Donc là, ce que dit Cliff, c'est que c'était sympa de discuter avec vos trucs, mais maintenant j'ai raison, puisque maintenant que c'est tombé, on s'aperçoit bien que c'est moi qui avais raison. Dans les deux cas, la théorie du capitalisme étatique bureaucratique s'est affirmée comme la solution de rechange. Voilà, exactement. Le travail accompli par Trotsky dans l'analyse de la dégénérescence de la révolution russe et de la montée du stalinisme comme produit de la pression du capitalisme international sur un État ouvrier dans un pays arriéré a été une œuvre de pionnier. Donc là, Tony Cliff, il refait comme d'habitude pour dire Trotsky, il avait quand même pas mal bossé. Il a joué un rôle, toujours Trotsky, crucial dans la lutte contre la doctrine de Staline du socialisme dans un seul pays. Son approche historique matérialiste, totalement marxiste, du régime stalinien était essentielle pour l'élaboration du théorie du capitalisme d'État. Il est nécessaire de défendre l'esprit du trotskisme tout en rejetant certaines de ses formulations. Donc là, on revient à ce que je t'avais dit au tout début dans le chapitre 1. Tony Cliff veut toujours dire qu'il est trotskiste, qu'il suit les pas, mais qu'on suit l'idée, mais pas la lettre.
Voilà, c'est ce qu'il dit. Ma critique de la position de Trotsky se concevait comme un retour au marxisme classique. Le développement historique, particulièrement après la mort de Trotsky, a démontré que la conception de l'État ouvrier dégénéré n'était pas compatible avec la tradition marxiste classique, qui identifie le socialisme à l'auto-émancipation de la classe ouvrière. Bon, ben là, c'est clair. Il dit, de toute façon, si on suit les théories de l'État ouvrier dégénéré, ça veut dire qu'on ne suit pas un des points centraux de la théorie du socialisme, qui est que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Pour préserver l'esprit des écrits de Trotsky concernant le régime stalinien, la lettre devait en être sacrifiée. Voilà. La fin du socialisme factice du RSS et d'Europe de l'Est ouvre des opportunités pour la redécouverte des véritables idées révolutionnaires de Lénine et Trotsky. Donc ça c'est vrai, à partir du moment où il n'y a plus l'imposture d'un truc communiste, on peut revenir pour rediscuter des trucs communistes. L'héritage authentique de la révolution d'octobre. Et donc pas Staline, qui n'est pas l'héritage de la révolution d'octobre. Malgré la soi-disant chute du communisme, les mots de conclusion de mon livre, Le capitalisme d'État en Russie, sont vrais aujourd'hui, aussi vrais que lorsqu'ils l'ont été écrits. Le chapitre final ne peut être écrit que par les masses, le chapitre final de l'histoire j'imagine, mobilisées par elles-mêmes, conscientes des buts socialistes qu'elles poursuivent et des méthodes de leur réalisation, et conduites par un parti marxiste révolutionnaire. Donc là on est vraiment le truc de base du trotskisme. Il faut le parti, il faut les masses, il faut qu'elles soient mobilisées elles-mêmes et qu'elles aient une conscience de classe. Ok, c'est les 4 piliers du trotskisme. La définition capitaliste étatique du régime stalinien utilisait la théorie trotskiste de la révolution permanente en prenant le système capitaliste mondial comme cadre de référence de base. Ouais, donc là il réexplique la théorie de la révolution permanente, mais il y aura on en reparlera de la révolution permanente. Lorsque la Russie est considérée comme une partie intégrante de l'économie mondiale, les traits caractéristiques du capitalisme peuvent y être décelés. L'anarchie dans la division sociale du travail et le despotisme dans la division au sein de l'atelier, dans les conditions mutuelles de l'existence de l'une et l'autre. Sont les conditions mutuelles de l'existence de l'une de l'autre. Donc ça, c'est vraiment l'existence du capitalisme. Donc ce que dit évidemment Cliff, c'est que l'anarchie de la division sociale du travail, elle se fait au niveau mondial. Le despotisme, il se fait au niveau de la boîte, qui est au niveau d'un pays. La théorie était à même d'expliquer la sujétion de la classe ouvrière russe à la dynamique de l'accumulation capitaliste. Donc là, il expliquait que, il y avait bien une domination et des travailleurs à l'accumulation et notamment à la compétition mondiale, en situant le régime stalinien dans son contexte global, le système étatique international dominé par la compétition militaire. Voilà, donc ça finit le chapitre 2, donc il a fallu faire 2 sessions, on est déjà à 1 heure en fait là maintenant, là-dessus, et grosso modo toute cette partie c'était pour trouver dans la chute de l'URSS et des régimes de l'Est, de trouver la raison en fait, c'est de prouver in fine, de lancer in fine le fait que c'était capitaliste. Et effectivement, moi je trouve assez convaincant l'idée que en fait un des exemples c'est qu'il s'est rien passé, enfin c'est pas qu'il s'est rien passé, c'est qu'en fait au moment de la chute du mur en 89, il y avait de la joie, il y avait des trucs, on arrivait à se débarrasser de dictateurs, etc., notamment en Roumanie, mais grosso modo l'imposition entre guillemets du capitalisme, elle s'est faite, elle a été violente, c'est un peu ça le truc qu'il faut retenir aussi, mais elle a été violente, organisée pas par l'extérieur, ni même par une classe qui serait arrivée, elle a été amenée par les gens qui étaient déjà à la classe dirigeante, qui ont en fait vendu leur état et pour s'enrichir personnellement là-dessus. Donc du coup, on retrouve maintenant... Et donc du coup, je pense que c'est important de se rendre compte de ça, c'est-à-dire que pendant super longtemps, le capitalisme, dans la gauche, la nationalisation des moyens de quoi que ce soit, c'était vu comme un truc, un progrès. Évidemment, quand on parle de plein de choses, les médicaments, la santé, l'école, le fait que ce soit un bien public et non soumis au marché direct, tout le monde pense que c'est vachement bien. Et effectivement, c'est une avancée. Mais en fait, quand on dit ça, ce qu'on dit, c'est qu'on a déplacé où se trouve le marché. Le marché, il est plus sur l'école. Par exemple, si toutes les écoles, elles sont publiques, il n'y a plus de concurrence avec le marché à l'intérieur. Mais par contre, l'État
qui gère ces écoles, il reste constamment en concurrence, lui, avec tous les autres, et ses propres capitalistes, et avec tous les autres. Donc en fait, d'une certaine manière, tant que l'État est capitaliste, les entreprises nationalisées, qu'elles soient de services ou même de biens, elles conservent en fait ces rapports de production capitalistes. Ils ne sont pas détachés. Et notamment, à plein de moments, l'utilisation de la nationalisation, ça permet en fait de taper sur les travailleurs, puisque il y a plein de moments où on n'a pas l'impression, mais les entreprises étatiques, c'est des entreprises qui s'arrogent des droits, l'État s'arroge plus de droits que les capitalistes individuels, ce qui permet de dégraisser, de restructurer, de virer, de pressurer, etc., etc. Et donc régulièrement, en fait, ce qu'on peut comprendre quand on dit nationaliser, c'est qu'il faut se poser la question de la réelle nécessité de nationaliser à partir du moment où on se pose réellement la question de qui contrôle. Et donc je pense que ça c'est le plus important. Dans la tradition marxiste, se poser la question de la nationalisation d'une entreprise ou d'une boîte ou d'une production, s'il n'y a pas le contrôle, si on conserve les mêmes rapports de production, on n'a pas nécessairement fait un gain, puisque cette boîte elle appartient à l'État, mais l'État il est dans un pays qui est lui-même soumis à une concurrence internationale. Et cet État-là a ces pressions-là aussi sur ses moyens de production en permanence. Donc voilà, donc c'était la fin de... Je vois qu'il y a un boost. Un boost. Yes! Ah, mais c'est un raid! Nice! Putain, merci! La psychothèque! Cool, sympa de vous voir, les cams. J'étais en train de faire ma grosse théorie de pourquoi réclamer des nationalisations, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. Parce que si tu conserves la hiérarchie et que de toute façon tu es toujours en concurrence avec le reste du monde, au final tu gagnes pas nécessairement quelque chose de ce point de vue-là. Bon, c'était bien ton stream, la psychothèque. J'espère que c'était bien. Et ils étaient 15 sur ton stream, super. Bravo, bravo, bravo. Je regarderai ça. Mais je suis désolé, j'avais pas compris que c'était... C'est vrai que c'est le vendredi, toi. Bon, je vais revenir au jeudi, là. C'était exceptionnel, cette fois-là. Donc, voilà. J'ai fini... Vous arrivez pile quand c'est fini, c'est dommage. J'ai fini la lecture du chapitre 2 du capitalisme d'État, la partie sur le capitalisme d'État. Ouais, ça allait. On a terminé un docu sur la guerre du Vietnam, mais un peu rude. Ah oui, tu m'en parles pas. Quelle horreur. Horrible. Ouais. C'est terrible. Ok. Bon, bah, de toute façon, la Russie stalinienne, c'est pas terrible non plus, hein, je te le dis tout de suite. Voilà. Donc là, il y avait... Ça, c'est les notes que j'avais fait qui sont les trucs de la semaine dernière. Et en fait, j'expliquais essentiellement la chute de l'URSS et à quel moment la chute de l'URSS, ça montre qu'en fait, comme il n'y a quasiment pas eu de violence, ou très peu, il n'y a aussi pas eu de contestation par, ce que dit Cliff, c'est-à-dire si tu es un État ouvrier, alors les ouvriers vont venir te défendre, comme si tu défendais un syndicat, même s'il était droitier, et personne n'est venu défendre la Russie au moment où elle a chuté. Et donc il dit que ça c'est un symptôme que c'était déjà plus des structures ouvrières du tout. Voilà, donc je vous invite à lire le chapitre 2, vous avez le lien ici, attendez, je vous le remets, du livre, et on va faire le chapitre 3 la semaine prochaine. Et donc le chapitre 3 qui concerne l'économie permanente d'armement. Donc je vous fais un petit teasing. Attendez, je vérifie que c'est ça au moins parce que je le connais de tête. L'économie permanente d'armement, évidemment. Je connais ça par cœur. Et donc là, on pourra voir dans ce texte-là pourquoi en fait le capitalisme il s'est pas écroulé après la Seconde Guerre mondiale, et c'est l'une des raisons aussi, parce que ça fait partie des prédictions de Trotsky. Ces prédictions qui disaient le capitalisme doit s'écrouler après la Seconde Guerre mondiale. Alors attends, je re-regarde le stream, il est là. J'ai compris Darmanin. Ah, l'économie permanente d'armement, lol. Voilà. Donc du coup, il reste encore un poil de temps. Je peux faire... Non, mais je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas entièrement préparé. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions.
J'ai eu visiblement un jeune, ou une jeune, qui est venue pour m'expliquer que Lénine, il avait fait des millions de morts. Et donc on a eu la petite discussion, et ça finit par « tu m'as convaincu en vrai ». Bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'était intéressant là-dessus. Il y a encore des gens qui disent ça, c'est fou. Hein. Là, je vous lis, Lénine est responsable de milliers de morts, donc d'habitude c'est des millions, voire des milliards, mais là c'est que des milliers, ok. Bon, il y a Ruby qui parle encore, hein, qui troll, mais bon. Le marxisme mène toujours à des millions de morts, la corruption existe toujours. Dans quel pays le trotskisme a marché? Ouais. Bravo, plus un marxiste, ouais, je sais pas, mais en tout cas... Non, mais ce qui est marrant quand même, il y a à la fois les gens qui associent le communisme au pays de l'Est, hein, évidemment, ou même la notion de communisme, et donc il y a un processus qui est assez marrant d'associer une analyse de la société comme le marxisme et de l'associer à un régime politique. Hein. C'est comme si on disait, je sais pas moi, le fait de vouloir des élections dans une république, ça a conduit à la guerre d'Algérie. Donc c'est un peu bizarre de voir ça comme ça. Donc c'est ce premier point-là. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est de voir que quand même, il y a toujours cette idée-là sur la propriété étatique dans un pays capitaliste. Et l'avantage de la Russie, c'est que ça montre bien ça montre bien que ça suffit pas la propriété étatique. Donc ça, c'est une étape à un moment donné, la propriété étatique, au moment où l'État se constitue pendant la Révolution, donc l'État ouvrier se constitue, donc il y a besoin en fait de propriété étatique, hein, en tout cas globale, hein, peut-être pas forcément dans le détail pour tout, mais ça suffit pas puisque le pays reste en concurrence mondiale avec le reste des autres pays. Donc être une goutte de socialisme dans un océan de capitalisme, ça peut pas marcher. Bon, du coup, c'est l'heure des questions trolls, là, puisque je vois que j'ai Anne qui est là. Donc, le Vietnam, c'était communiste ou c'était pas communiste après la fin de la guerre contre la guerre américaine? Parce que, par exemple, le Parti communiste vietnamien, on le voit pas le vrai communisme. En pratique... là, il y a les mêmes contraintes. C'est-à-dire que bon, après, de moins en moins. Je crois que... je connais pas bien la dynamique pour le Vietnam, mais il me semble que le premier réflexe, c'est évidemment de nationaliser tout. Puis après, il y a toute une phase où on dénationalise et on vend les choses. Mais la concurrence, elle est toujours avec le monde entier. Donc, en fait, il n'y a jamais de communisme. Ça a que le nom de communisme. Bon, t'arrêtes, Ruby. Ouais, mais la réforme agraire, elle faisait quoi la réforme agraire? C'est de l'accumulation primitive, c'est pas réellement c'est pas de la collectivisation. Ou alors le parti a vraiment distribué les terres à tous les paysans. Ça peut être deux choses, hein, la réforme agraire. C'est pour ça qu'il faut que... J'ai pas étudié. Ouais, ok, super. D'accord, donc ils ont divisé par un petit nombre et ils ont donné un petit lopin à tout le monde. C'est ça qui s'est passé. Et du coup, il y a eu quoi? Augmentation, diminution de la productivité, autosuffisance alimentaire, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait que je regarde ça. On pourrait faire ça, analyse de tout. Redistribution. Voilà. Enfin, les proches du parti. Ah ouais, donc pas pour tout le monde en fait. C'est pas La distribution vers les proches du parti, c'est pas une distribution. Ok, d'accord. Ouais, donc il y a une redistribution. C'est pas une réforme agraire en fait. T'as une redistribution des propriétaires de terrain. Ah, quand même, ok. Ok. Bah écoute, je regarderai ça plus en détail et on fera peut-être un stream sur le communisme au Vietnam. Parce que théoriquement, il rentre dans la même théorie que celle des autres pays, quoi. Il n'y a pas de révolution, il y a une guerre d'indépendance, mais il n'y a pas d'auto-organisation, pas à ma connaissance, mais peut-être je me trompe, hein, je connais pas bien. Mais il me semble quand même que... on n'est pas du tout dans des conditions, on est dans des conditions de juste d'étatisation parce que c'était la mode. Ok. J'achète. Oh ben, je prévois un stream alors sur le capitalisme d'État au Vietnam et montrer, ou pas d'ailleurs, que
Mais donc là, maintenant, quand même, l'économie, elle est très de marché, si je me souviens bien, au Vietnam, depuis plusieurs années. Il faudrait faire aussi la Chine. Hein. Mais depuis combien de temps, du coup, tu dis oui, mais tu sais à peu près depuis combien de temps? Ok, c'est quand? À la louche. C'est le même tournant que la Chine? Ou c'est... Ouais, c'est ça, à peu près. Ok, c'est un peu plus tard que la Chine. Donc en fait, oui, en fait c'est même au même moment que le mur, sauf qu'eux l'ont fait sans que ça se voit. Ouais, copycat, ouais, je suis bien d'accord. Ok, et ben sur la Chine, il y aura un truc spécial aussi, parce que la prise de pouvoir par Mao et le fait que qu'il n'y ait pas de révolution ni même d'auto-organisation des travailleurs, ça reste quand même le point central de toute cette analyse. Hein. Je redis là les points sur le capitalisme d'État, de pourquoi ça peut pas être communiste. Ah ouais, oui, il y a ça aussi. Bon après, il y a la dynamique impériale qu'il faut de tenir compte hein, là-dessus, mais il faudrait vraiment que je réfléchisse là-dessus. Mais je rappelle les 3 points quand même importants de pourquoi la Russie ça pouvait pas être un État ouvrier. Hein. Donc c'est en 3 parties, hein, je le redis. Aucun contrôle des ouvriers. Si tu veux en fait avoir des nouveaux droits, il faut te heurter en fait à l'État, c'est-à-dire que tu dois combattre l'État et tu dois le combattre violemment et tu dois complètement le remplacer. À l'inverse, si jamais les capitalistes veulent intervenir et transformer la société en société, j'allais dire, de propriété privée, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'utiliser l'État pour faire ça. Et donc là, on s'en aperçoit très bien, hein, ici c'est vraiment la description de 89. Ok. Donc la bourgeoisie, en fait, des pans entiers de la nomenclatura et de la machin ont saisi au bon. Ils ont éliminé les opposants aussi, hein, et ils ont vendu en fait à eux-mêmes des portions de l'État dont ils ont pris le contrôle individuellement. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça c'est le premier aspect du fait que ça pouvait pas être ouvrier. Et après il y a un truc intéressant, c'est l'analyse de Trotsky qui dit que en fait la bureaucratie stalinienne sert de gestion de la misère, de gestion des queues. En fait, c'est pas vraiment l'organisation du capital, il y a le capital, enfin il y a en tout cas la production de nourriture, de choses, et la distribution de cette nourriture, elle est contrôlée par la bureaucratie. Et donc ça en fait pas une classe dirigeante. Et ce que dit Cliff, c'est que tu peux pas séparer la production, la distribution de la production, donc à qui a le droit à telle nourriture, sans, grosso modo, organiser la distribution des postes. Qui organise cette production-là, qui organise la police, qui organise effectivement la queue aussi. Et donc l'économie de distribution, c'est super important pour expliquer les rapports de production. Voilà. Et un autre fait qui fait aussi que ça rentre dans l'économie, c'est que l'un des premiers trucs qu'a fait la Russie, c'est pas une réforme agraire, mais grosso modo, c'est l'expropriation des paysans pour faire venir de la main-d'œuvre. Et commencer à faire une des tâches historiques qui est l'accumulation primitive de capital. Et le faire en beaucoup moins de temps qu'est-ce qui s'est passé par exemple pour l'Angleterre, la France, etc. Alors, ensuite, le troisième point de pourquoi c'était pas possible que ce soit autre chose que du capitalisme d'État, c'est sur la propriété des moyens de production. Et en fait, ce que dit Cliff, c'est que c'est pas parce qu'ils sont étatiques. L'étatique, c'est la forme. En fait, il faut regarder les rapports de production. Et il considère que les rapports de production, ils sont capitalistes parce que le pays il est en compétition avec tous les autres pays capitalistes, notamment pour l'armement. Donc du coup, il considère que on peut pas avoir un fétiche sur le fait que toute la propriété doit être privée. Il y a plein de moments, de situations où une partie du capital est propriété collective d'une classe dirigeante. Et ici, c'est un cas particulier dans lequel c'est toute l'économie. Là-dessus. Et il donne des exemples où c'est déjà arrivé, et un des exemples, c'est l'exemple féodal de l'église catholique, qui était comme un seigneur féodal, mais il n'y avait pas de seigneur individuel, mais un seigneur collectif qui était le clergé. Et ça, c'est vraiment des bons exemples pour bien comprendre là-dessus. Donc ce qu'il faut retenir, l'autre point, c'est que la Russie est en concurrence mondiale, et donc pour ça, il faut
produire des armes. Pour produire des armes, il faut faire de l'acier. Il faut faire des gens qui sont capables de faire de l'acier. Il faut donc développer des moyens de production. Il faut produire un certain nombre de cartouches, un certain nombre de tanks. Il faut produire un certain nombre de moyens de production qui permettent de produire ces cartouches et ces tanks. Et donc, cette concurrence-là, elle impose de l'accumulation, elle impose des taux de profit, elle impose en fait l'exploitation, comme n'importe quelle économie capitaliste. Donc, aucun pouvoir politique, une classe dirigeante qui existe, qui est contrainte à des missions historiques du capitalisme. Bon, à un moment donné, si ça parle comme un canard, si ça marche comme un canard, si ça ressemble, c'est que c'était un canard. Voilà. Voilà, ça dure un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Donc, merci la Psychothèque pour le raid. Et puis, donc, jeudi prochain, on fait chapitre 3, économie permanente d'armement. Et j'essaierai d'en faire une autre. Ce serait bien qu'on en refasse une autre sur le fascisme. Il faudrait faire des trucs de Trotsky sur le fascisme. Visiblement, vous préférez les trucs politiques aux jeux vidéo, donc je vais faire plus des trucs politiques que des jeux vidéo. Voilà. Ciao à tous et à toutes.